Philanthropia avec la Fondation Caritas France. Geneviève Delmarmol. Bonjour à tous, bienvenue dans Philanthropia, l'émission qui parle de la générosité sous toutes ses formes. Alors comment passer d'une start-up à une fondation philanthropique? C'est ce que vont nous raconter aujourd'hui Florian Dubois. Bonjour. Bonjour. Et son épouse, Kama Trouillot-Dubois. Bonjour. Bonjour. Florian Dubois, en 2002, vous achetez une entreprise au bord du dépôt de bilan et 15 ans plus tard commence une aventure philanthropique. Racontez-nous ça. Eh bien, effectivement, en 2002, j'ai racheté un opérateur Internet avec un associé. Cette société s'est fortement développée. On est devenu leader sur notre marché. Et en 2014, nous avons cédé cette société qui s'appelait Neo Telecom à un groupe américain. Et suite à 2 années de transition, j'ai décidé d'aller vaquer à d'autres activités. D'autres activités, il faut dire que le couple que vous êtes, c'est toujours très impliqué dans les associations. Florian, depuis le début. Alors, j'ai effectivement toujours considéré que dans le cadre de mon activité professionnelle, avoir une vision ou une dimension sociale était inhérent à mon quotidien. C'est-à-dire que je ne pouvais pas me comporter vis-à-vis de mes collaborateurs sans un souci d'équité, sans un souci de justice. Et ça a toujours fait partie du socle. L'entreprise était une entreprise très familiale, avec une forte solidarité entre les collaborateurs, et ça fait partie de notre vision de la vie. Oui, mais vous vous impliquez en couple, dans des associations un peu partout dans le monde, des associations philanthropiques. Vous aidez des projets déjà à ce moment-là, avant de monter votre propre structure. C'était une sensibilité familiale, je dirais. C'était une sensibilité familiale avec cet élément important que pour pouvoir donner, il faut avoir les moyens de donner. Et quand on s'est marié avec Krama, c'était il y a fort longtemps, on avait 22 ans, on n'avait pas forcément les moyens de donner autant qu'on aurait pu souhaiter le faire. Il est vrai que, et on en discutera plus tard, la cession de la société a été un formidable déclencheur pour une nouvelle vie. Kama Trouillot-Dubois, vous faites alors à ce moment-là carrière dans la finance, une carrière classique, si on peut dire. Et en 2014, vous faites le pas, vous créez ensemble le fonds de dotation Impala Avenir. Vous lâchez tout pour vous en occuper. Exactement. En fait, en 2014, on commençait les négociations pour céder l'entreprise de Florian. À l'époque, comme vous disiez, on était déjà très engagés et on soutenait des grosses associations. Et on s'est dit que voilà, c'était l'occasion pour nous de sauter le pas, de monter directement notre outil et de soutenir directement des projets. Donc, très bien, on monte cet outil, mais après, comme on en parlera plus tard, il faut du temps, beaucoup d'énergie. Donc, je décide de prendre un congé sabbatique de mon ancien travail. Vous êtes dans la finance à ce moment-là. J'étais dans la finance. Donc qu'est-ce que vous faites comme carrière? Alors, moi, j'aime bien changer régulièrement de travail. Donc, je travaille dans une banque d'investissement qui s'appelle Natixis, dont je suis d'ailleurs toujours collaborateur. Je suis en congé longue durée et donc j'ai travaillé sur les marchés financiers, aux côtés des traders. Je faisais du contrôle. Ensuite, j'ai fait de l'organisation. Et à la fin, j'ai occupé un poste de responsable reporting sur des dossiers de financement structuré très complexes. Donc des sujets très, très complexes et très loin de la réalité, en fait. Et donc, j'avais envie de quelque chose de plus concret, de me rapprocher du monde et puis de rendre un peu tout ce qu'on avait pu accumuler avec Florian. Voilà. Et donc, 2014, vous y allez, vous créez ce fonds de dotation Impala Avenir. Pourquoi un fonds de dotation? Alors, pourquoi un fonds de dotation? Pour la flexibilité. Au moment de la cession de l'entreprise, il y a ensuite, on va dire, tout un contexte qu'on ne va pas décrire aujourd'hui, mais un peu fiscal et administratif, qui fait que le fonds de dotation était pour nous la solution de flexibilité qui nous permettait à la fois de soutenir des projets, comme on le faisait par le passé, donc de donner de l'argent, de donner de l'argent, ou mettre en œuvre directement des projets par nous-mêmes, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Voilà. Et en 2016, vous créez une deuxième structure, une fondation que vous abritez cette fois-ci auprès de la Fondation Caritas France. Alors, il faut que nos auditeurs comprennent pourquoi 2 structures et qu'est-ce que l'une a de plus que l'autre. Alors, la décision de rejoindre donc la Fondation Caritas France
a été dictée par deux raisons majeures. C'est l'isolement qu'on peut rencontrer dans le cadre du fonds de dotation, puisque c'est un outil juridique indépendant, où on peut, comme je disais, à la fois donner de l'argent à des projets ou monter nous-mêmes des projets, mais il ne permet pas d'être dans l'écosystème du monde philanthropique. Et la Fondation Caritas donc, m'apportait justement cet environnement à la fois sur le sourcing des projets, mais aussi d'avoir l'expérience de personnes très expérimentées sur des sujets qui nous intéressent, dont on n'a pas encore parlé, les projets d'autonomisation des bénéficiaires. Oui, un réseau et un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire. Donc aujourd'hui, on fonctionne avec les deux entités. Pourquoi les deux entités? Donc c'est à la base, moi, je pensais plutôt dissoudre en fait ce fonds de dotation qui était très lourd administrativement. Et sur le conseil de Jean-Marie Destré, donc, qui est le directeur général de Caritas, nous avons gardé à la fois le fonds de dotation et la fondation abritée pour se laisser l'opportunité un jour de monter nous-mêmes des projets, ce qu'on ne peut pas faire au sein d'une fondation abritée. Voilà. Donc, comment allez-vous alors à la rencontre de ces projets et aussi, comment les choisissez-vous? Alors, on a maintenant un processus tout à fait rodé, ce qui n'était pas forcément le cas il y a un an, notamment à travers un partenariat que j'ai signé avec l'Agence des microprojets. L'Agence des microprojets est une antenne, on pourrait dire, en tout cas, elle est subventionnée par l'Agence française de développement, sur des microprojets, donc des projets inférieurs à 250 000 euros. Des petites associations. Et c'est exactement ce qu'on cherche au niveau d'Impala Avenir. C'est des petits projets dans des zones tout à fait définies et qui ont un fort impact sur une durée de maximum 1 à 2 ans sur la montée du projet. Donc, suite à ce partenariat, on reçoit maintenant une centaine de projets par an, directement des associations françaises. Et là, commence notre processus de sélection, qui est très rigoureux. On a souhaité vraiment systématiser l'analyse des dossiers. Donc, on a des critères discriminants qui font que les dossiers sont éliminés d'office. Donc, on définit des thèmes. Donc, nous, on est sur le microcrédit, le micro-entrepreneuriat, l'éducation. Les projets de santé, par exemple, ne font pas partie de notre sélection, les projets d'agriculture, etc. Et ensuite, on va regarder certains critères. Par exemple, est-ce que le projet est viable? C'est-à-dire, on ne va pas soutenir un projet qui, dans 2-3 ans, qui tous les ans demandera un complément de financement. Voilà. Et Grama Trouillot-Dubois, pas d'ingérence dans la gestion des projets. Bien sûr. Donc, les projets se gèrent eux-mêmes. Simplement, vous surveillez. Oui, tout à fait. Et vous vérifiez l'impact. Exactement. Donc, on a mis en place un suivi trimestriel auprès de toutes les associations que nous soutenons. Et donc, il nous remonte des données du terrain. Et grâce à ça, cela nous permet de suivre l'évolution du projet, de son impact, savoir si le nombre de bénéficiaires anticipés a bien été réalisé et pourquoi pas de suivre du coup l'association dans la durée. C'est ça, parce que la philanthropie doit se gérer vraiment avec une très grande rigueur. Exactement, c'est exactement comme... Alors moi j'ai aussi une activité de financement de start-up. Et j'avoue que les critères sont quasiment les mêmes, en fait. Oui. Grama Trouillot-Dubois, vous vous impliquez alors plutôt en Afrique et Haïti, qui est votre pays d'origine. Tout vous à êtes fait. haïtienne. Tout à fait. Pourquoi plutôt l'international? Alors très tôt, dans notre histoire commune avec Florian, on avait décidé après nos études de partir vivre en Haïti ou en Afrique. On a passé 2 ans dans les pays de l'Est à faire de la coopération et on n'a pas eu l'opportunité finalement C'était compliqué. Voilà, c'était très compliqué. Donc on est revenu à Paris. Moi j'ai suivi ma carrière financière, Florian dans les réseaux. Et on avait toujours cette envie en fait de travailler sur l'Afrique. D'ailleurs, on en a quasiment passé toutes nos vacances en Afrique de l'Ouest. Et donc, quand l'opportunité s'est présentée de créer notre outil, bien sûr, on s'est retourné vers l'Afrique. Vers l'Afrique. Alors, on peut citer la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, mais aussi Madagascar. Un exemple de beaux projets dans un de ces pays qui vous tient à cœur ou qui vous parle ou dont vous êtes fier. Qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, le projet, un des projets, parce qu'ils ont toutes leurs petites... valeur ajoutée, c'est la Guinée. Donc la Guinée a été victime du virus Ebola. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont dans la misère la plus totale. Et on a on a monté avec Entrepreneurs du Monde le premier institut de microfinance en Guinée-Conakry pour permettre à des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté de sortir de cette pauvreté.
de créer une petite activité. Donc, c'est des prêts d'un montant de 80 € en moyenne. Je pense que vous connaissez le principe du microcrédit. Et donc, grâce à ces petits prêts, au fur et à mesure, les gens vont pouvoir faire des prêts plus importants. Et ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est que non seulement on leur prête de l'argent, mais aussi on les accompagne socio-économiquement. Donc sur l'épargne, tenir un commerce, la comptabilité. Et là, on a un vrai impact et on est vraiment très content de ce projet. Quels sont les sujets qui vous tiennent à vous, Kramat, Trouillot Dubois, vraiment à cœur? Quelle est votre sensibilité? Ma sensibilité, c'est vraiment l'autonomisation. De permettre aux gens d'être indépendants, autonomes, d'être heureux en fait. Philanthropia, Geneviève Delmarmol. Nous parlons de la fondation Impala Avenir aujourd'hui avec Florian et Kramat Dubois. Florian Dubois, vous êtes depuis cette année libéré de vos obligations professionnelles, si on peut dire, et comme l'envie d'entreprendre fait partie de votre ADN, vous êtes en train de mettre en place un projet que vous avez appelé les plombiers du numérique, un projet pour le moins atypique. C'est effectivement un projet assez atypique. Alors, comme je vous l'ai expliqué, j'ai passé 15 ans dans le monde des réseaux et des télécommunications. Et je me suis dit, j'ai un savoir-faire sur ce domaine d'activité-là. C'est un domaine d'activité en forte croissance, comparé à beaucoup d'autres secteurs sinistrés dont on entend parler dans l'économie. Et il paraît, je pense, évident pour tout le monde que c'est un des secteurs qui va tirer l'économie française dans les prochaines décennies, comme c'est déjà le cas. Et la question que je me suis posée par rapport au sujet de la précarité, est-ce qu'aujourd'hui, toutes les passerelles qui peuvent exister entre ce secteur d'activité économique très porteur et les problèmes de précarité qu'on connaît aujourd'hui en France ont été étudiées? Est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités pour permettre à des populations déscolarisées, pour parler des jeunes, des populations en situation de précarité, d'abandon, d'isolement, de trouver leur voie par le travail. Effectivement, un point important, moi je suis un entrepreneur et je pense que le travail est une valeur constitutive du bien-être des gens et on peut donner tout ce qu'on veut à une personne, mais si elle n'arrive pas à s'épanouir dans le travail et dans son quotidien, il manquera toujours quelque chose. Et par contre, les gens peuvent effectivement trouver leur autonomie par le travail. On est bien en France, on n'est pas en Afrique, France. On a oublié de préciser, on est bien en France. Exactement. Et donc en fait, dans le cadre de Impala Avenir, avec Kramat, on a rencontré un certain nombre d'associations pour mieux comprendre cet écosystème. Et je me suis rendu compte que les personnes qui travaillaient dans le monde de l'éducation, dans le monde associatif, ne connaissaient strictement rien au monde du numérique et vice-versa. C'est deux populations qui ne se parlent pas, qui n'imaginent pas ce que font les uns et les autres. Mmh. Et l'exemple le plus simple, beaucoup de gens utilisent Facebook, par exemple, sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur et sont très contents d'utiliser ce service et puis sont extrêmement adroits dans l'utilisation du service lui-même, mais on ne se pose jamais la question de savoir ce qu'il y a derrière le téléphone et encore moins de savoir ce qu'il y a derrière l'ordinateur. Et il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses que j'ai casées sous le thème de la plomberie. Parce que pour pouvoir récupérer de la donnée jusqu'à votre ordinateur, il faut qu'il y ait quelqu'un pour tirer de la fibre jusque chez vous. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour installer des équipements réseau. Et puis à un moment donné, les serveurs de Facebook ou de Twitter ou de n'importe qui, ils ne sont pas forcément en France, ou ils peuvent être en France ou ailleurs, mais donc ça veut dire qu'il faut que la fibre qu'on a tirée jusque chez vous puisse aller jusqu'à ces serveurs et ainsi de suite. Tout ça est un écosystème dans lequel il y a des gros data centers. Qu'on ignore ou auxquels on ne pense pas. Exactement. Voilà. Et donc ma réflexion était de dire, sur tous ces métiers, et ça c'est mon expérience sur 15 ans, sur tous ces métiers, il y a des fonctions qui demandent une certaine technicité, mais qui ne demandent pas une grande culture générale, qui ne demandent pas d'avoir fait des études supérieures, et on est vraiment en train de parler d'un monde totalement nouveau, ce qui existe dans le numérique n'existait pas il y a 15 ans,
qui est souvent fait par des personnes surdiplômées. Ah oui. Des tâches qui sont faites par des personnes surdiplômées qui pourraient très bien être faites par des techniciens. Et donc, j'ai eu Parce l'idée... qu'en France, je vous interromps, parce qu'en France, quelles sont les études qu'on doit poursuivre dans le cursus normal pour pratiquer ce genre de métier? En général, c'est des ingénieurs réseau, des gens qui ont bac plus D'accord. 3, bac plus 4, bac plus 5. D'accord. Mais ce n'est pas d'une immense complexité, c'est ce que vous êtes en train de dire. Il y a des tâches qui ne sont pas d'une immense complexité. Et c'est là que votre Et idée c'est là que l'idée intervient, c'est de dire, créons un cursus pour des jeunes déscolarisés de 17 à 24 ans dans le monde des réseaux et des télécommunications. Alors concrètement, de quoi on parle? On parle, le gouvernement a mis en place un plan très haut débit dans lequel, il y a quelques années, étaient annoncés 20 milliards d'euros d'investissement. C'est des sommes absolument colossales et dans tous les départements de France sont en train d'être déployés des réseaux fibres. Initialement, c'était des réseaux vers les entreprises. Maintenant, c'est directement vers les particuliers. Il faut des gens pour pouvoir déployer ces réseaux et ces infrastructures. Et aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Et donc, le premier module de l'école va être de former des jeunes, sur le raccordement, déploiement fibre optique en immeuble, en génie civil, sur l'infrastructure publique. Et donc, ça, c'est la première brique, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont besoin de ces jeunes et c'est typiquement une activité qui peut être faite par le public que je vise. Donc, formation, par qui? Formation courte, 3 mois, et ça dans suffit? l'idée. Formation courte, 3 mois, avec alternance en entreprise, dans l'objectif que les entreprises suivent derrière. Il faut savoir que dans le monde souvent des réseaux et des télécommunications, les gens arrivent mais n'ont pas d'expérience, ne connaissent pas le métier et ils l'apprennent dans l'entreprise. Donc on est obligé de donner un cursus de base aux populations qui vont faire ces métiers demain. Mais le plus important, c'est de mettre le pied à l'étrier. Et donc mon idée à la base était de dire associons tous les acteurs de l'écosystème, donc toutes les entreprises de l'écosystème du numérique à ce projet Les Plombiers du numérique, et de telle manière à ce que les jeunes qui vont être sourcés soient directement pris en main par les entreprises. Combien de jeunes visez-vous? Alors, je vous ai donné un module, il y a un autre module qui est le module data center, c'est-à-dire rack et câblage. Dans les data centers, il y a des grandes armoires métalliques sur des milliers de mètres carrés avec des infrastructures techniques, des ordinateurs, des serveurs, du câblage. C'est un deuxième module et un autre qui est de l'administration de base. Tout ça constitue toute la partie plomberie, si je puis dire. C'est vraiment de la plomberie, oui. Oui, c'est vraiment la plomberie qui permet d'aller de la donnée poussée par un diffuseur de contenu vers l'utilisateur final. Et donc, il y a 3 modules qui sont actuellement qui sont en train d'être construits. Évidemment, il faut construire les modules. Certains ne sont pas enseignés aujourd'hui, n'existe pas. Le deuxième, qui est câblage, n'existe pas. Donc, je travaille avec des pédagogues pour essayer de le définir. Et l'objectif étant, évidemment, que nous ayons des résultats rapides et donc que nous puissions lancer une première promotion cette année. C'est ça, donc 2 idées, une formation pointue, un retour à l'emploi. Exactement. Le point le plus important dont on n'a pas parlé, c'est que la Fondation Impala Avenir a juste pour objectif de rapprocher des mondes qui ne se parlent pas. Mais à un moment donné, il faut un opérateur éducatif pour pouvoir prendre en charge ces jeunes, pour les sélectionner, pour les former, pour gérer les relations avec les entreprises. Et dans mon combat, ça a été extrêmement compliqué de trouver un opérateur, une école, qui soit intéressé par le dossier. Je suis tombé sur la meilleure, je crois. C'est l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance est un réseau est un réseau régional d'associations qui dispense différents types de savoirs, dont le cœur de métier est véritablement de faire de l'insertion de jeunes déscolarisés, mais ils le font dans des métiers traditionnels
et ils n'avaient pas forcément pensé à structurer une démarche dans le monde du numérique. Donc c'est donc eux qui vous envoient les jeunes, avec eux vous travaillez. Eh bien, c'est avec eux que nous sommes en train de construire ce projet. C'est-à-dire qu'on va commencer par un premier projet sur le 77, le département de Seine-et-Marne. Et l'objectif, donc la première promotion intégrera l'école sur la partie fibre en septembre. On espère commencer en novembre les autres modules. Et l'objectif étant qu'une fois ceci réalisé, nous puissions l'étendre au niveau national. C'est mon souhait le plus cher. Passionnant. C'est un pilote, en fait. Oui, merci Florian Dubeuse pour cette belle présentation des plombiers du numérique. Voilà. Kramat Trouillot-Dubois, vous avez voulu aider ceux qui veulent se lancer, comme vous, surtout les entrepreneurs. Vous êtes en train de monter une petite structure de conseil. Tout à fait. Alors, pourquoi CETIer donc, comme on disait, donc moi j'ai commencé mon congé sabbatique début 2015 pour créer ce fonds de dotation, le faire vivre l'année. C'est une rupture. C'était vraiment une rupture. Et pas si facile. Et pas si facile. C'est une rupture par rapport au monde précédent. Donc j'avais un écosystème, les petits collègues, la cantine, etc., tous les amis. Et du jour au lendemain, on se retrouve tout seul. En fait, c'est vraiment une période d'isolement. Que retrace d'ailleurs très intelligemment Nicolas Duvaux dans son étude Les fondations familiales. Un sociologue, un grand sociologue. Oui. Donc on passe par cette période de solitude, de rupture, que je pense justement maintenant avec 3 ans de recul, que je peux même faire bénéficier les futurs fondateurs. C'est-à-dire leur faire le pont entre l'expérience, la vie précédente d'entrepreneur, parce que le monde des associations, le monde de la philanthropie n'a vraiment rien à voir avec le monde de l'entreprise, et leur permettre donc de quitter ce monde de l'entreprise et rejoindre le monde de la philanthropie, donc faire un pont, exactement le pont, un autre pont que celui dont parlait Florian, en les accompagnant dans la création de leur outil, dans 3 phases. Donc l'offre que je propose sera basée sur 3 thèmes. Donc la mise en place, pourquoi on veut se lancer dans la philanthropie, quel est le meilleur outil. Et je m'associe à des notaires et des banquiers privés. Ensuite, toute la mise en œuvre, parce qu'une fois que l'outil est créé, c'est exactement ce qui nous est arrivé. On se retrouve avec un fonds de dotation ou une fondation qui est dotée, mais on ne sait pas où trouver les projets, on ne sait pas qui sont les meilleurs interlocuteurs, quelles associations, quelles fondations, etc. Vraiment la solitude. Voilà, la solitude. Et le regard aussi de l'entourage, pourquoi tu fais ça, et pourquoi exactement, tu changes de vie, pourquoi changer de vie, tout est confortable, tout va bien pour toi. C'est effectivement un regard très différent, et j'avoue qu'aujourd'hui, le monde que je côtoyais, mon environnement a vraiment beaucoup changé. Oui, mais bien sûr, la difficulté du début, la solitude, mais l'aventure de la philanthropie est quand même extrêmement enthousiasmante d'entendre les quelques philanthropes. Ah oui, bien sûr. Voilà, oui, et il y a quelque chose de vraiment accrochant. C'est quelque chose qui nous prend aux tripes, en fait. Vraiment, les rencontres avec les porteurs de projets, les bénéficiaires. On a eu l'occasion d'aller à Abidjan en février. On a rencontré des bénéficiaires. C'est vraiment très, très exaltant. Et on voit qu'en fait, avec un tout petit peu de moyens, on peut faire énormément de choses. Oui, pour ne pas reprendre la citation d'entrepreneur du monde. Voilà, mais avec presque rien, on peut presque tout changer. Oui. Presque rien, c'est en effet 5, 10, 15, 20 euros. On change vraiment la vie des gens. Florian Dubois, vous donnez 100 000 euros par an, ce n'est pas un secret, avec un objectif de croissance dans les prochaines années. Alors, comment vous voyez... en une minute, l'avenir pour votre fondation, pour Impala Avenir, d'une façon globale? Alors effectivement, Krama indiquait tout à l'heure que les entreprises qui donnent à notre fondation peuvent déduire 60% de leurs dons de leur impôt sur les sociétés. Les particuliers également, une déduction jusqu'à 75% pour ceux qui sont soumis à l'ISF. Il y a un levier fiscal extraordinairement intéressant en France que les gens n'utilisent pas. Que les gens ignorent parfois. Les gens ignorent et ceux qui ne l'ignorent pas l'utilisent très peu. Il y a très très peu de donateurs à l'ISF, très peu d'entreprises qui donnent. Alors, les gros sont des fondations, mais le tissu des PME donne finalement très peu et souvent la raison pour laquelle ils ne donnent pas, c'est qu'ils ne savent pas à qui donner. Et un des sujets des priorités qu'on s'est données avec Krama, c'est de dire nous allons expliquer aux gens quelles sont nos valeurs, nos projets, comment nous défendons et comment nous finançons les projets, et ils pourront s'appuyer sur nous pour distribuer
utilement parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous. Et donc, on espère augmenter de façon substantielle notre capacité, donc la dotation qui vient dans notre fondation, avec ce levier fiscal, parce que les gens auront confiance dans notre manière d'analyser les projets et de distribuer. Voilà, un beau message pour les entrepreneurs, pour les jeunes philanthropes qui hésitent à faire le pas. Merci Florian Ekrama du Boïs d'être venu raconter votre parcours d'entrepreneur, philanthrope, start-upper, on peut tout mettre dedans. À notre micro de Philanthropia ici, un parcours bien dynamique, innovant et inspirant. Merci à Jean-Paul Herrine qui était notre chef d'orchestre ce matin. Je vous dis à la semaine prochaine.